Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous Valérie, retrouver. Bonjour Gilles. Eh bah oui, mais ça s'est bien passé avec Christine. Je remercie Christine Bouillot et Patrick Roger hier qui étaient là. Et puis vous savez qu'avec Christine ça se passe toujours bien. Absolument. Bonjour. Au moins avec elle, je peux lui passer de la vraie musique et je peux lui parler sport. Et donc voilà. Sport, si. La vraie musique, on peut avoir un débat. Notre invitée aujourd'hui, vous la connaissez, Marie-Séverine Trouban. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quand je dis vous la connaissez, évidemment, tous les lundis de 16h à 17h sur Sud Radio. Vous publiez ces signes qui ne sont pas des coïncidences, mais connexions avec le monde d'à côté, qui paraît chez Guy Trédaniel, éditeur. Alors, évidemment, c'était important pour nous de vous recevoir. Merci. Nos auditeurs vous appellent très nombreux tous les lundis, puisque vous êtes médium et vous expliquez dans ce livre en fait vos connexions avec le monde d'à côté et comment vous vous êtes rendu compte que ces signes que vous étiez connectés en fait. C'est ça. En fait, depuis l'enfance, c'est pas facile d'avoir un don. Il faut le comprendre parce que parfois on a l'impression d'être une méchante sorcière parce qu'on a des choses qui nous arrivent en tête et puis ça se produit. Donc, avant de comprendre qu'on a un don, qu'on est en communication avec des gens qui sont partis, c'est pas évident. Il a fallu faire un long chemin. Il a fallu beaucoup consulter aussi pour comprendre. Et jusqu'au jour où je vais perdre mon neveu, où là c'est une révélation. Alors je vous laisserai le découvrir dans le livre. Oui, c'est beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Et je vais aussi, la première personne que je vais accompagner vers ce départ, c'est la femme de mon ex-mari avec qui je m'entends très bien. Et on va mettre des signes en place ensemble qu'elle va me faire, mais pas les moindres signes. Et puis la cerise sur le gâteau, ça va être mon papa il y a 2 ans, où là ce sont des signes encore plus poignants et on peut pas dire que c'est du hasard parce que j'étais rationnelle aussi, j'avais besoin de matérialiser les choses et de preuves avant d'affirmer oui j'ai un don, oui je suis médium. Mais comment ça s'explique? Quand on est cartésien, on se dit mais comment ça s'explique? D'où viennent ces dons? Ou est-ce que parce qu'on n'a pas envie de croire que certaines personnes sont parties? Alors, moi, je suis dans l'acceptation du départ, donc je pense pas que ce soit pas avoir envie de croire que des personnes sont parties. Je pense que quand on est cartésien, parfois, c'est où on a peur, où on n'a pas envie de savoir, où ça nous fait du bien aussi de savoir qu'il n'y a rien après. Il y a des gens qui sont bien comme ça et je respecte. Je ne cherche pas du tout à les influencer. Ce livre, c'est un livre plutôt de débat, d'ouverture, posons-nous des questions et essayons d'emmener des preuves. Et puis, il y a tout un chapitre qui explique comment repérer les signes qui peuvent témoigner du fait qu'on est soi-même médium. Mais on va tout de suite... J'étais en train d'oublier le zapping. On passe au zapping, important. Sud Radio Média, l'instant zapping. Christine n'aurait pas oublié. On avait parlé il y a quelques semaines avec le journaliste d'Envoyé spécial, vous savez, qui avait mené une enquête incroyable sur les airbags tac-à-tac et sur l'affaire Stellantis. Absolument. On l'avait reçu. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir programmé parce que du coup je suis au point sur on est super toutes ces affaires nous, tous les deux. Il avait expliqué la responsabilité de Stellantis. On voyait dans son doc qu'on peut aller voir sur France.tv encore les accidents aux USA et il nous avait dit que ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire la région Nord qui est désormais victime de ces airbags et d'avoir leur voiture bloquée, de ne plus rien faire. C'est la une du Parisien. J'ai pas le chiffre, je crois que c'est 360 000 véhicules bloqués. Eh bien écoutez, le reportage, c'était dans le 20h de France 2 hier. Après le sud de la France en 2024, Stellantis va annoncer aux propriétaires de certaines C3 et DS3 l'interdiction de les conduire. C'est celle de ma conjointe, donc effectivement c'est assez inquiétant parce qu'en plus elle est enceinte. Faut que je l'avertisse qu'il faut arrêter de conduire avec. Jusqu'à présent, seuls les véhicules du sud de la France étaient concernés par l'opération Stop Drive du groupe Stellantis. Désormais, le constructeur durcit son rappel, l'interdiction est partout. Au total, 250 000 véhicules vont être immobilisés dans les prochains jours. En cause, les airbags de la marque Takata qui les équipe. Un rappel trop tardif pour cet avocat à la tête du recours collectif contre Stellantis. Stellantis connaît le problème depuis au moins 2014 et depuis 2014 nous sommes maintenant à 11 ans. C'est criminel d'avoir attendu autant de temps et tout cela semble-t-il pour de l'argent. Et donc, vous pouvez de nouveau aller voir le reportage d'Envoyé regardez spécial parce que c'est assez bien expliqué. Effectivement, pour de l'argent, pour des
Une omerta. Et puis, tous ceux qui ont... il y a eu plus de 11 décès dans les dom-toms à cause de Stellantis, parce que c'est lié à la température. Voilà. Un témoignage fort hier, celui de Nicolas Hénin. C'est un ancien journaliste et ancien otage en Syrie. Il va témoigner au procès de ces geôliers qui a lieu en ce moment à Paris, dont Mehdi Nemmouche. Il était hier dans cet avou. Son témoignage était fort. Privation de nourriture, actes de torture, les doigts notamment écrasés avec une pince jusqu'à en arracher les ongles, décharges électriques ou simulacres d'exécution. Il était le plus cruel de vos tortionnaires? Non, il y avait pire. Il y avait pire, notamment celui dont il était le bras armé? C'est difficile à dire. On n'a pas vu les états de service de chacun. On n'a pas vu les états de service complets de chacun, donc c'est difficile de faire un tableau très précis. Ce qui est clair, c'est que lui est particulièrement sadique dans les propos qu'il nous tenait. Donc indépendamment de ce qu'il a pu nous faire physiquement, il montrait son sadisme. Il nous a parlé pendant des heures. C'est pour ça que sa voix, désolé, mais voilà. Et il se vantait notamment d'avoir Mohamed Merah pour idole. Oui, mais ça c'est pas intéressant. Oui, c'est alors que ce matin, je lisais dans la presse que Mehdi Nemmouche disait n'avoir jamais été leur geôlier. Mais ils sont tous d'accord pour dire que c'est la voix, qu'ils le reconnaissent et qu'ils sont absolument sûrs que c'était lui. Alors si en France on a la baguette qui est sacrée chez nous, vraiment, c'est l'emblème de nos repas, aux États-Unis, ce sont les œufs. The eggs, ah oui, en j'ai anglais. vu ça, oui. Et alors, en ce moment, les Américains vivent un drame. L'œuf n'a jamais été aussi cher, au point que certains magasins sont même braqués par des gangs qui vont braquer les œufs parce que c'est devenu une valeur. Les gens sont prêts à tout pour acheter des œufs. Écoutez le reportage qui était dans Quotidien. $19 a dozen. $1.50 an egg. The cost of eggs skyrocketing. Ça fait cher l'omelette. Le prix des œufs a bondi de 65% en un an à raison de l'épidémie de grippe aviaire. Les poulaillers sont vides, des millions de volailles ont été tuées. Alors forcément, l'œuf se fait très rare dans les rayons et les magasins sont dévalisés. Cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre des clients de Costco avec les bras chargés d'œufs. Regardez, son chariot déborde. Désormais, certains magasins limitent même le nombre de boîtes d'œufs par personne. Et oui, on se croirait revenu à l'époque du Covid. Alors c'est assez étonnant parce que lors de la campagne face à Kamala Harris, justement Donald Trump avait reproché le coût des œufs, du bacon. $19, donc il disait près de plus de 15 € la douzaine d'œufs. Ah oui, vous suivez l'actualité? Oui, un petit peu, oui. Ouais. C'est juste quelque chose de fou et vraiment ça fait la une de tous les journaux. Là, on a réduit à cause du zapping, mais tous les journaux parlent de l'affaire des œufs. Les Américains n'ont plus d'œufs. Un candidat qui a marqué dans les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann, dont j'ai pas eu le temps de passer l'extrait d'une dizaine de jours. Alors il s'appelle Baptiste Barreto et Jean-Luc Reichmann lui a parlé de ses amours et sa réponse était très drôle. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, je suis célibataire. Vous cherchez? Moi du coup je suis plus mec que meuf. D'accord, mais chacun son truc. C'était quoi le dernier date? En fait le mec il avait pas du tout la même tête que sur ses photos. Mais non. Si, moi je l'avais vu sur Instagram. Ouais. Et sur Instagram, il était très 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 mignon, des petits abdos et tout. J'arrive, ses dents. Je critique pas les dents. Les dents, c'était pacifique. Il y avait vraiment des gros trous dans les dents. Ouais. Et le corps, il était pas comme sur. C'était l'Atlantique, marée basse. J'ai appelé ma meilleure copine et je lui ai dit envoie-moi un message, dis que t'as besoin de moi, t'as un problème. Ça vous est déjà arrivé de fuir un date et de trouver une fausse excuse? Oui, je crois que ça parle à beaucoup de gens. C'est l'arnaque des réseaux, les fausses photos un peu retravaillées et on arrive, c'est pas du tout ça. Et ce sur quoi on vous interroge le plus, c'est quoi? C'est l'amour, l'argent? L'amour, le travail. Voilà, ce sont les deux sujets, l'amour, le travail. Et l'amour, c'est ce qui revient le plus. Beaucoup de double histoire. Quel choix dois-je faire, l'un ou l'autre? Les gens ont beaucoup de mal à prendre des décisions. Donc je ne fais pas aussi que de la médiumnité parce que j'essaie de les orienter avec un peu de psychologie. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a beaucoup de psychologie aussi. Oui, parce on va en reparler parce qu'on a des auditeurs un peu sceptiques parfois, mais pourquoi pas. C'est une des gagnantes des victoires de la musique qui a surpris en chantant La tête en bas. Je ne sais pas si vous l'avez vu durant vos vacances. C'est Santa et elle était hier dans cet avou. Elle a chanté en live son titre La Différence. Tu feras la différence. Ton cœur prend des vacances. Il danse avec les loups. Résiste.
belle voix. Ah, c'est bien, Oui, Santa. c'est bien. Moi, c'est j'aimais bien bien Santa. son groupe iPhone. Ouais. Bon, on se retrouve dans un instant avec Marie-Séverine Trouban, que vous retrouvez tous les lundis à 16h sur Sud Radio. Ces signes qui ne sont pas des coïncidences, mais connexion avec le monde d'à côté, aux éditions Guy Trédaniel. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Marie-Séverine Trouban. Vous la connaissez sous le nom de Marie. Tous les lundis de 16h à 17h sur Sud Radio. Elle vous écoute, elle vous, comment on peut dire, Conseil, guide. Conseil, Je guide. réponds à leurs Vous questions. publiez ces signes qui ne sont pas des coïncidences, mais connexion avec le monde d'à côté chez Trédaniel Éditeur. Un auditeur, Stéphane, nous dit tout ça, c'est de l'arnaque. Qu'est-ce que vous répondez répondez à ça? Il a le droit de penser ça, parce que moi aussi j'ai pensé ça, et il y a de l'arnaque dans tout ça aussi. Ouais. Il n'y a pas que des vrais. Alors comment on sait si on a affaire à un vrai médium? Alors déjà, quand vous consultez un médium, n'y allez pas quand vous êtes très très fragile. C'est pourtant le moment où on en a besoin, mais attendez d'aller un peu mieux quand même, parce que c'est souvent là où on met de l'emprise sur vous. Et en fait, comment on sait si c'est un vrai médium? Il doit pas vous poser de questions quand vous arrivez, il doit refuser les questions. Et s'il a des choses à vous dire et qu'on a des messages pour vous, il doit être capable de le faire sans question. À partir du moment où on pose des questions, ça pue, il faut mieux partir. Alors, dans votre livre, vous parlez de signes que donnent des personnes décédées. Ouais. Ça veut dire que lorsqu'on meurt, si je reprends votre livre, la vie continue, c'est-à-dire les âmes sont toujours vivantes. Bah, disons, ça en doit faire du monde au ciel depuis l'homme de Cro-Magnon en passant par... Ça veut dire que l'âme de Vercingétorix est vivante. Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a des paliers, d'après ce que j'ai compris, parce que mon père est décédé il y a 2 ans, et en fait, nous, on a mis des signes en place ensemble avant qu'il meure pour comprendre tout ça, comprendre le don, comprendre ce que je vivais depuis l'enfance, parce que j'étais quand même cartésienne au départ. Ouais. Et en fait, il me les a fait. Donc, ce que j'ai compris, lui-même était médium, et je l'ai pris pour un fou pendant de nombreuses années. Donc, on a mis un peu ça en place. C'était un peu des tests. Voilà, réponds-moi. Et 3 jours après, il a fait ses signes. Et j'ai compris qu'il y avait plusieurs dimensions. Alors, on reste pas forcément toujours dans cette même dimension où apparemment, les gens, quand ils partent, ils nous guident. On est guidés. Et il y a les preuves dans ce livre, avec des témoignages de personnes qui sont agnostiques, qui croyaient en rien du tout et qui ont vécu l'expérience avec moi. Ça veut dire que quand Nathalie Marquet pense avoir des signes de Jean-Pierre Pernaut, vous la croyez? Vous avez lu son livre? Entièrement, je crois Nathalie, entièrement. Surtout qu'elle a une sensibilité, elle ressent les choses, je pense, Nathalie. Vous pensez que la télé qui s'allume, c'est Jean-Pierre Pernaut qui l'allume? Alors, vous voulez que je vous dise? Je vais vous donner un signe qu'il y a dans mon livre. Mon père, je lui ai demandé de m'allumer la télé quand il serait de l'autre côté pour me faire comprendre, parce que j'entendais des guides qui n'avaient pas de religion là-haut, que c'était la même chose pour tout le monde. Et ça m'a beaucoup intriguée. Donc, je lui ai dit, fais-moi allumer la télé pour me prouver que c'est ça, et mets une chanson bien à toi quand elle s'allume pour me dire que la vie continue après. Donc, c'est pas un signe anodin. Eh bien, 3 jours après, la télé s'est allumée avec une chanson de Charles Aznavour qui nous chantait tous les dimanches quand on faisait notre karaoké en famille. Donc je veux bien qu'on me dise qu'il y a du hasard. Moi, je suis comme les gens qui pensent qu'il y a de l'arnaque. J'ai besoin de tests. Elle s'est allumée toute seule. Il y avait personne dans le salon. Nous étions tous dans la cuisine en train de discuter parce qu'il y avait l'enterrement qui était peu de temps après. Et la télé s'est allumée. Donc, et alors vous dites on a mis des signes ensemble, on a mis en place des signes ensemble, ça veut dire quoi? Ça fait partie des signes qu'on a mis en place ensemble et qui m'a fait 3 jours après. Alors ils les font pas comme ça tout de suite dans les médias, il faut être très attentif. On court dans nos vies, on les voit pas toujours les signes. Mais justement, est-ce que c'est pas un peu désespérant pour des gens qui espèrent, qui attendent, qui se disent mais j'ai pas de signes, pourquoi il y a des gens qui ont des signes et moi j'en ai pas? Alors on a les signes quand on est capable de faire le deuil et qu'on n'a plus autant de tristesse en nous. Quand la tristesse est là, on peut pas communiquer, il y a quelque chose qui bloque. Pourquoi? Je ne sais pas, est-ce que ça a en lien avec l'âme qui est apaisée, de vous voir mieux, c'est ce que j'arrive un peu à comprendre. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir fait le deuil. Je prends l'exemple de ma fille qui était très proche de mon père et qui, elle, n'avait pas fait le deuil. Et je pensais pourtant qu'elle allait pouvoir communiquer avec lui parce qu'elle est médium. Elle n'a pas eu de signe de mon père tout de suite. Il a fallu que je l'aide à travailler sur elle, qu'elle soit moins triste. Et à partir du moment où elle a eu cette tristesse qui est un peu partie, les signes ont commencé. Et des signes incroyables, des signes qu'on met en place, qu'on lui demande même de maintenant. Oui, mais vous voyez, par exemple, pour parler d'un cas personnel, moi j'ai perdu ma mère, c'était quelque chose d'assez violent. Et de temps en temps, je sens son ombre. C'est-à-dire que je vois son ombre chez moi, où je vois son ombre le matin, où j'ai l'impression qu'elle est en train de préparer quelque chose quand je me lève. Et évidemment, il n'y a personne dans la cuisine. Je ne crois absolument pas
que c'est sa présence, et je pense que c'est mon esprit qui est en manque de ma mère, qui projette cette image, ou parce que je suis un peu nostalgique en ce moment et que c'est un peu compliqué. Mais je l'interprète pas comme un signe. Alors, j'en parle dans le livre, justement, de ces visions, parce qu'on peut avoir des visions comme ça. Vous avez le droit de ne pas croire que c'est un signe. Moi, je respecte totalement les gens. Mais vous pensez que ça l'est? Je pense que ça l'est. Je pense que ça l'est. Je veux bien, le signe que j'ai mis en place avec mon père. Alors, expliquez-moi comment c'est possible. On met en place ensemble ce signe d'allumer la télé avec une chanson bien à lui. 3 jours après son départ, ça arrive. Je suis dans le même questionnement que vous, même si j'ai ce don. Vous ne croyez pas au hasard? Je ne crois pas au hasard. Alors il y a des choses, si c'est du hasard, parce que dans la vie on a toujours rien n'est figé. Il y a des choses qui nous annoncent, et c'est pour ça que dans une médiumnité on peut pas faire du 100%. Et je le rappelle à chaque fois aux gens qui me consultent, ce n'est pas possible. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui veulent faire du business. On ne peut pas faire du 100% parce qu'on a un libre arbitre. Et il y a des choses qui ne sont pas figées. Il y a des choses qui peuvent changer selon le cours que nous allons prendre. Et ça c'est important de le savoir, parce que bien souvent dans les arnaqueuses, elles vont vous dire je fais du 100%, elles veulent se vendre et elles veulent en faire un business. Voilà. Et un vrai don, on n'en fait pas un business. Donc qu'est-ce que quand les gens... Alors vous ne voulez pas voir les gens, vous le faites à distance? Moi, je ne veux pas voir les gens, je vais le faire à distance parce que dans mon parcours de vie, j'ai des gens aussi qui sont connus, donc parfois, et c'est facile d'aller googliser quelqu'un de connu et de dire des choses sur cette personne. Donc c'est l'avantage, c'est que sur la plateforme sur laquelle je travaille, ils peuvent mettre un pseudo et je peux ne pas savoir qui est au bout du fil. Et donc, mais vous travaillez comment? Donc c'est en fait, dès que j'entends, j'ai envie de dire l'opération du Saint-Esprit, c'est-à-dire non, j'ai un support qui me rassure beaucoup. À travers ce support, je ressens des choses. J'en parle de comment j'en suis venue à ce support depuis le départ de ça mon vous vœu. l'expliquez. Je l'explique. Et ensuite, j'ai des visions et j'entends des choses. Voilà. Et quand j'entends la voix, c'est comme si j'étais connectée à leur guide qui me raconte les problèmes qu'ils ont en amont et quelles réponses, comment je peux faire pour les rassurer. Et eux donnent les réponses. Et puis généralement, après, ils me font des retours. J'adore les retours parce que j'ai toujours besoin de preuves tout le temps. Donc ils me disent, Marie, c'est dingue, tu m'as dit ça, c'est arrivé. J'ai eu un petit garçon, je suis enceinte. Alors ça faisait 5 ans que j'essaie d'avoir un bébé. Tu m'avais dit 2 ans, ça fait 2 ans. Voilà, c'est ces retours aussi qui me rassurent et qui me disent, t'es pas folle, t'as bien un don. Et c'est toutes ces expériences. Et c'est pour ça que je les transmets, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont aussi dans le questionnement. Je vis des choses bizarres, et est-ce que c'est ça ou pas? C'est pour aussi aider ces personnes-là, parce que moi j'en ai souffert de ce don. Bien sûr. Et vous avez mis du temps, ce que vous racontez, vous avez mis du temps à comprendre et à accepter que vous aviez ce don. Je crois que ça fait réellement 2 ans que je réalise vraiment que c'est un vrai don, parce que mon père a été la cerise sur le gâteau, vraiment, parce qu'on a mis tellement de choses en place ensemble, et que je l'assume. Avant, je l'assumais à moitié. Je le disais, mais j'assumais à moitié, même si je le pratiquais. Stéphane demande si vous êtes rémunéré. Alors, souvent, on dit qu'il ne faut pas se faire rémunérer pour un don. Alors ça aussi, ça a été ma grande question. Et c'était compliqué pour moi. Au départ, je ne me suis pas fait rémunérer pendant des années. Je le faisais comme ça. Et aujourd'hui, je fais que ça. Donc, il faut bien que je mange. Donc oui, je me fais rémunérer. Et c'est pas grave de le faire à partir du moment où, vous savez aussi, par moment, moi j'ai des gens qui n'ont pas les moyens. Je vais leur dire, appelle-moi, consulte-moi quand même, je m'occupe de toi. Ou alors, je vais sentir pendant la consultation qu'il y a des gros problèmes financiers. Presque la personne s'est privée pour me consulter. Il m'arrive de rembourser. Voilà, il faut pas faire n'importe quoi de ce don. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir tendre la main aux gens qui n'ont pas les moyens. Alors parfois il y a de l'abus, il y en a qui cherchent un peu, je sais détecter, mais il faut pas faire n'en-porte quoi de ce don. Vous êtes aussi magnétiseuse, c'est-à-dire qu'avec vos mains, c'est ce que j'aime le plus vous faire. Ressentez de la chaleur, enfin sans toucher pratiquement. Alors je ne touche pas les gens, c'est mes mains. Alors d'autant plus depuis que mon père est parti, c'est encore plus fort. Donc quand quelqu'un a une douleur, oui, il me consulte, j'en ai beaucoup, et c'est ce que je préfère faire parce que c'est satisfaisant. C'est dans l'instant présent, la personne arrive avec des douleurs et elle repart bien. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et c'est ce que je préfère faire. J'ai pas besoin de toucher les gens, c'est à distance. Je peux même le faire par photo. Parfois, ça dépend ce qu'il y a à magnétiser. Je prends l'exemple de lundi dernier, j'ai une dame qui avait des problèmes aux dents. Par photo, ça a fonctionné. Voilà. Comment c'est apparu les premiers signes? Vous étiez enfant? De ma médiumnité? Ah oui, enfant, j'étais une enfant très étrange. Je parlais de mes vies antérieures à ma mère. C'est-à-dire que quand elle me disputait, je lui disais, mais moi j'étais maman, j'avais un petit garçon, je suis morte assassinée comme ça, j'ai plus vu mon petit garçon. Et c'était très étrange, je parlais tout le temps comme ça. J'avais un vocabulaire, on se demandait où est-ce que je l'avais appris. À 4 ans, je parlais très bien, je parlais de choses, je parlais des amants, des maîtresses, ce qu'on ne dit pas quand on a 4 ans. J'étais très étrange. Est-ce que vous pensez qu'on a eu une vie antérieure? Alors, je n'y croyais pas avant, et c'est avec l'expérience des choses et de mes ressentis, et quand je repense à mon enfance et que maintenant tout s'est ouvert, ça a été une révélation. Le départ de mon père a été une révélation sur ça a tout. été quelque chose. Et oui, je pense maintenant qu'on a. C'est-à-dire que une personne qui est morte se réincarne dans l'autre personne, dans son âme. Alors, moi, je pense que on a plusieurs vies.
Je pense qu'aujourd'hui, ce sont mes pensées et elles m'appartiennent, mais on a le droit de pas y croire. Je pense qu'en fait, la Terre ici, c'est comme un purgatoire. On vit les épreuves. D'ailleurs, c'est dur. Il y a des moments durs. On perd des gens, c'est douloureux. On va avoir des soucis dans le travail. On a beaucoup de soucis à gérer tout le temps. C'est jamais tout rose pendant des années. C'est des cycles. Et que quand on, alors attention, faut pas se suicider. Non. Il faut vivre. Mais de l'autre côté, c'est une autre dimension. Et voilà. Et on parle d'amour inconditionnel. La plupart des gens qui reviennent du coma vous le disent. J'avais pas envie de revenir dans mon corps. Mais on doit passer par cette épreuve sur Terre pour comprendre des choses. Et je pense que quand on a compris, peut-être qu'on ne revient pas. Alors je suis pas morte, je peux pas tout vous dire. Moi, je vous comprends ce que j'ai compris au fur et à mesure de ma vie, avec les guides de ce que j'entends, les messages que j'ai mis en place avec les gens qui sont partis. Aujourd'hui, c'est ce que je comprends. Et la plupart des médiums le disent d'ailleurs. Sur la typologie de communication, ça c'est intéressant. Parce que vous racontez un événement qui s'est passé chez Daniel Echter, célèbre couturier. Vous ressentez quelque chose, vous vous dites, ici, il y a quelqu'un qui souffre, une femme qui a mal. Alors, en fait, chez Daniel, c'était très drôle parce que lui-même n'y croyait pas et je l'ai magnétisé, il a été beaucoup mieux. Et ensuite, il m'a emmené tous ses copains. Donc, j'avais un ami à lui qui avait eu très mal au dos, qui avait un corset depuis un mois et que j'ai soulagé. Et il nous a invités le soir. Et le soir, on est à l'apéro et je sens ma main qui chauffe et c'est la nuque. Je sais pas comment expliquer, j'entends la nuque, je ressens. Et en fait, c'était la femme de ce monsieur qui avait très mal à la nuque depuis 30 ans que j'ai magnétisé et que j'ai soulagé. Oui, je sens ma main chauffe et picote en fait. Mais alors, quand vous dites communication avec les défunts, vous dites les gens disent j'aimerais savoir si tu sens mon frère qui est décédé, mais je ressens. Vous dites, je ressens pas forcément sur le moment. Oui, sur le moment, parfois ça m'arrive même de décaler des séances, de dire là, je suis coincée, j'ai des maux de tête, je pourrais pas faire de communication. Mais comment ça se passe? Parce que imaginons, je veux savoir si je voudrais communiquer. C'est pas comme ça. Oui, mais quand on fait une consultation, on vous dit quoi? Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? J'accueille les gens, je leur explique déjà les choses, que ça sert à rien de rappeler trop tôt. Je donne toutes ces explications-là. J'explique que je peux pas faire du 100%. Je tiens à être claire avec les gens qui me consultent. Et ensuite, je commence. Mais qu'est-ce qu'on vous demande? Parce que forcément, je vais vous appeler en vous disant, mon père, ma soeur, mon frère. On me demande rien. En général, on me laisse parler. Et où on a toujours un guide. On en a tous. Ça fonctionne. Et où le guide me transmet un message pour son avenir, ça, c'est très facile. Ça, ils sont là tout le temps pour nous transmettre. Et après, où il y a la magie qui est là et le guide décide de rentrer en communication. Et là, j'ai vécu des choses merveilleuses. J'ai eu une jeune fille qui avait perdu sa maman à l'approche de Noël et j'ai pu lui faire voir où était caché un cadeau parce qu'elle avait préparé son départ et on a trouvé le cadeau ensemble en ligne au téléphone. Donc ça, c'est magique quand la communication du défunt est là et c'est des moments très forts et il y en a plein des gens qui m'ont consulté qui pourrait témoigner. Et il y a des témoignages dans votre livre qui ont été recueillis par un journaliste. Exactement, parce que je trouvais ça trop facile de raconter moi mes témoignages, justement parce que j'ai besoin de matérialiser et je suis comme tous ces gens qui doutent des médiums, même si je le suis. Donc je me suis dit c'est trop facile de le faire soi-même. Donc j'ai pris un journaliste qui lui est allé à la rencontre des gens qui m'ont consulté et a récupéré les témoignages des personnes. En fait. Ça fait un an que vous êtes sur Sud Radio, vous nous avez rejoint pour être tous les lundis entre 16h et 17h sur Sud Radio. Comment vous vivez cette expérience et qu'est-ce qui vous a étonné par rapport aux appels? Alors, comment je vis cette expérience depuis quelques temps que je suis sur Sud Radio? En fait, j'aime énormément. La première chose que j'aime, c'est faire du bien aux gens. Et je sens que ça les réconforte. Je sens qu'ils ont besoin de ça. Ensuite, c'était quoi l'autre question, pardon? Qu'est-ce qui vous a surpris dans les demandes, dans les appels ou les témoignages que vous avez eus? Ce qui m'a surpris dans les demandes, j'ai pas. Non, ce qui me surprend, c'est que c'est les retours peut-être. Les retours, je me surprends tout le temps. Oui, moi, c'est ça, c'est que vous êtes étonnée. Comme je suis dans le test tout le temps, quand on me rappelle et qu'on me dit Marie, tu m'as dit ça, ou je reçois des messages, parce que parfois les gens n'osent pas vous le dire à l'antenne, ils vont vous écrire, mais ça me touche, c'est de l'amour. Et je me dis mais génial, super. Alors 2 questions. Est-ce que vous consultez en duo, c'est-à-dire une fratrie? C'est-à-dire un frère et une sœur qui voudraient entrer, savoir si une personne décédée leur parle. Un frère et une sœur, je comprends pas. C'est-à-dire consulter à 2. Ah, un frère et une sœur qui viennent me consulter pour savoir. C'est déjà arrivé? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et est-ce que les animaux vous parlent? Alors moi, j'arrive pas avec les animaux, mais peut-être que je suis pas. On évolue toute notre vie avec ce don. Hein. Ça va tout doucement. Peut-être qu'un jour, je vous dirai, je suis capable de parler avec les animaux. Pour l'instant, je les ressens pas. Vous n'avez pas de. Non, peut-être que j'ai pas cherché plus ou. Je sais qu'il y en a qui font ça. Est-ce que les anges gardiens existent? Ah, pour moi, oui. Les anges gardiens, c'est nos guides, c'est ceux qui sont partis. Ah, ça, j'en suis. Aujourd'hui, c'est une évidence. Et ça peut être des gens qui ne sont pas forcément, que vous n'avez pas connus. Oui.
Ça peut Oui, être je des prends aïeux. Exactement, je prends l'exemple de mon oncle, moi, où à travers des consultations médiumniques, parce que j'ai beaucoup consulté pour comprendre, on me parlait d'un homme qui avait été assassiné avec 8 balles dans la tête, et je me disais mais qui est cet homme? Qui est mon guide? Et un jour j'en parle à ma mère comme ça, et il se trouve que c'est mon oncle qui a été assassiné pour sauver une femme qui était battue. Et voilà, donc on peut avoir des gens qu'on n'a pas forcément connus, ça peut être des ancêtres même qui datent de très loin parfois. Mais là, par exemple, on est en studio, est-ce que quelqu'un peut vous parler, oui, ça vous peut dire, je voudrais entrer en contact. Oui, dites, ça arrive. Quand je suis en studio le lundi, forcément j'ai des guides. Oui, je me connecte au guide pour pouvoir transmettre les messages. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce don? Je pense qu'on peut tous avoir le don, et j'en parle dans le livre. Il y a un chapitre qui s'appelle « On a tous le don », parce que en fait, quand on est cartésien, on peut pas s'ouvrir à ça puisqu'on peut pas entendre, on a moins cette sensibilité. Et pourtant, Dieu sait qu'est-ce que ça fait du bien quand on comprend tout ça. C'est un apaisement, c'est une sérénité, c'est apprendre à vivre dans le moment présent. Que ça, je ne savais pas le faire avant. Mais oui, on a tous le don, et ça peut arriver après un choc émotionnel très fort, la perte d'une maman par exemple, ou d'un frère ou d'un enfant. Je le raconte, ma sœur était cartésienne aussi, et alors elle, pour le coup, complètement, elle croyait en rien du tout, donc agnostique, et au décès de son fils, eh bien, elle va devenir médium, elle entend des choses aussi maintenant. Elle entend des choses, mais il y a des, tous les gens, en particulier en région, comme on dit maintenant, connaissent le rebouteux. Il y a des magnétiseurs qui vous, il y a l'histoire de ce magnétiseur qui a écrit un livre d'ailleurs, qui était dans la police, Robert Martin, et qui raconte, et des policiers aussi très cartésiens racontent, il était à la BRI. Un policier m'a raconté, il saignait, il lui a mis le doigt sur la tête et le sang s'est arrêté. Enfin, il y a des choses qui sont compliquées. Stéphane qui argumente, dit, est-ce que vous accepteriez une expérience scientifique, par exemple, face à Fabien Olicard? J'ai déjà fait des expériences avec des huissiers, avec un réalisateur qui s'appelle Dominique Bacci, qui a fait des expériences avec moi, et moi je suis pour, j'ai aucun problème avec ça. J'aime bien découvrir, je veux comprendre aussi, donc j'ai aucun souci à... Mais c'est vrai que c'est très troublant. Enfin, nous, c'est très troublant. La première fois qu'on s'est vu, vous avez commencé à me raconter des choses sur votre vie qui étaient tout à fait étonnantes. Oui, je pense que il faut lire votre livre parce que vous êtes sincère en tout cas dans ce que vous faites, et je pense que c'est ce qui ressort en tout cas du livre, une connexion avec le monde d'à côté, ces signes qui ne sont pas des coïncidences. Marie-Séverine Trouban, et c'est chez Guy Trédaniel, éditeur, et ça vient tout juste de sortir. Et on vous retrouve évidemment dans C'est votre avenir sur Sud Radio tous les lundis entre 16h et 17h. Merci à vous, et dans un instant on va parler d'une autre dimension, les jeux vidéo. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec quelqu'un que nous connaissons bien à Sud Radio. Il est journaliste, Luc Bouet, Lahore. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous travaillez, vous êtes journaliste web, spécialiste des médias, et vous êtes passionné de jeux vidéo. On va parler avec vous de l'engouement pour les jeux vidéo. Et puis, il y a eu tout un débat avec la semaine dernière l'assassinat de cette petite fille, Louise, puisque visiblement l'assassin sortait d'une partie et qu'il avait été frustré. Il y a eu beaucoup de questions, comme à chaque fois on a eu droit à tous les spécialistes, et puis cette sortie de Yann Moix qui dit tous ceux qui jouent aux jeux vidéo après 30 ans sont des attardés. Vous en pensez quoi? 25 ans. Après 25 ans, il a dit, je croyais que c'était 30 ans. Non, 25 ans. Alors Luc, vous en pensez quoi? Vous avez plus de 25 ans? Moi, j'ai plus de 25 ans. Je vais jouer depuis 20 ans. Cette année, ça fera 20 ans que je joue. Et ce monsieur insulte indirectement 39,1 millions de personnes en France, quand même, qui jouent régulièrement aux jeux vidéo. La première console, vous l'avez tous dans la poche, c'est votre téléphone portable. Bien sûr. Oui, mais on joue pas tous. On joue à partir du moment où on a un jeu sur téléphone et qu'on y passe régulièrement du temps, on est considéré comme un joueur. Ouais, comme un joueur. 39 millions, sur ces 39 millions, quelle est la part de femmes et d'hommes? Les femmes jouent beaucoup, hein? Les femmes jouent énormément. Il y a quand même 60
c'est Tetris. Tetris qui fédère encore énormément. Il y a des championnats du monde encore chaque année. C'est incroyable. C'est un des premiers jeux, non? C'est un des premiers jeux. Son histoire est passionnante en plus, créée en Russie. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis il y a des nombreuses variantes. Hein, il y a des nombreuses variantes. Maintenant, il y a un mode multijoueur. On peut jouer avec 100 niveaux. Enfin, il y a des records qui ont été battus. Je vous ai dit hors antenne, j'étais dans l'avion, j'étais en vacances. Il y a un monsieur à côté de moi qui a joué à Tetris pendant 6 heures pratiquement. C'était fascinant de le voir. Tac, tac, tac. Mais maintenant, les jeux vidéo ont une accessibilité extrêmement simplifiée par les smartphones, parce que vous avez des jeux qui sont sur smartphone, mais aussi sur console. Ils sont sur les deux plateformes. Et bien évidemment, il y a des consoles portables comme la Nintendo Switch. Et là, c'est ça a tout changé, pardon. Ça a changé dans la consommation des consoles de salon, parce qu'évidemment, les précurseurs, c'était plutôt la Nintendo DS, la Game Boy avant elle, qui a vraiment fédéré beaucoup de monde, dont moi, par exemple, le premier. C'est vrai. Mais évidemment, c'est pas les jeux vidéo qui font que des personnes deviennent meurtrières. Mais par contre, on peut parler d'une chose qui est réelle sur les jeux vidéo. Je le suis moi-même. C'est très addict. C'est-à-dire, c'est comme les séries où vous voulez regarder l'épisode et binge-watcher et voir l'épisode suivant. Quand on a réussi une course ou perdu une course, on a envie de retourner parce qu'on a compris l'astuce et qu'on n'était pas passé par là, et donc on repasse par là. Et puis, alors évidemment, ça fait fonctionner le cerveau, mais faut avouer quand même que les jeux sont très addictifs et qu'il y a des jeunes qui restent enfermés dans leur chambre sans voir le monde. C'était le cas de ce jeune homme. Hein. C'est vrai que comme toute chose, il faut un équilibre des choses. Il faut réussir à encadrer sa pratique, que ce soit avec des personnes externes ou vous-même de votre propre point de vue, de se dire bon, là je vais me calmer. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'habitude, quand on joue entre amis, de se dire allez, une petite dernière partie. Et la petite dernière partie, elle peut durer 1 heure. On va parler des nouveautés avec vous, mais Gilles me fait sourire, un auditeur, il me dit le jeu vidéo a que d'évolution, mais les jeunes ne peuvent pas comprendre. Nous qui avons connu Pong, effectivement, c'était le premier jeu. C'était moins addictif. C'est moins addictif, c'était plus lent. Et puis l'Atari aussi, l'Atari 2600 et la première PlayStation, on était comme des fous à l'époque de la sortie de ces premières consoles. Quelle évolution. Camille, elle nous parle de Candy Crush. Alors moi, j'ai joué à Candy Crush, c'était totalement addictif, puis à un moment, j'ai abandonné. Stéphane nous dit que le marché pour les personnes handicapées en termes de jeux est phénoménal. Ça permet de soigner, de rééduquer, de soutenir et de développer, par exemple, Cap Game, que je ne connais pas, une page destinée aux jeux vidéo pour handicapés. Oui, il y a énormément d'accessibilité dans les jeux vidéo. Par exemple, Xbox a développé sa propre parenthèse pour les personnes en situation de handicap, des manettes pensées, même limite sur mesure, pour s'adapter à certains types de handicap et faciliter le jeu pour ces personnes. Il y a même des personnes qui n'ont pas l'usage de leurs membres, ni leurs mains, ni leurs jambes, et qui ont des systèmes qui leur permettent de jouer avec la bouche. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel pour quand même ouvrir ce monde de divertissement et ce monde aussi incroyable qu'il est à tout le monde. Et ça, c'est vraiment génial. Mais effectivement, l'accessibilité dans les jeux vidéo est de plus en plus importante, et c'est bien de le souligner. Il y a même des experts qui travaillent avec le jeu vidéo, même des fois pour la psychologie, par exemple, certaines personnes s'en servent pour débloquer des petites choses. Oui, et puis dans plein d'instituts, il y a aussi des jeux vidéo pour la mémoire qui fonctionnent. Et il y a une étude sur les patients d'Alzheimer, de les faire mettre au jeu et d'avoir des mécaniques de jeu pour... Oui, pour les stimuler. Exactement. Alors peut-être le top 10 des jeux, des nouveautés, de ce qui... Alors si c'est ça, effectivement, il y a de quoi raconter. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ce mois-ci, mais les grosses informations à retenir, ça va surtout être l'arrivée de la Nintendo Switch 2, la petite sœur de la console de Nintendo, qui est la 3e à s'être écoulée le mieux dans le monde, 146 millions d'exemplaires. Et cette Switch 2, elle arrive avec des innovations techniques assez impressionnante, la possibilité d'utiliser ces petites manettes comme des souris par exemple, pour fluidifier dans les menus, pour jouer avec plus de précision dans les jeux comme les jeux de tir. Vous allez pouvoir avoir la possibilité d'utiliser l'écran et de le retourner, donc pour s'adapter. La Switch, Valérie ? C'est vraiment une des consoles qui met aux jeux vidéo beaucoup d'enfants, parce qu'il y a des licences phares dessus. On a Mario, on a Zelda, enfin c'est les jeux de notre enfance. Et il y a eu bien évidemment un State of Play, c'est-à-dire une grande conférence d'annonce de Sony, le créateur de PlayStation, qui a en 40 minutes dévoilé 30 bandes-annonces de jeux vidéo. Donc il y a beaucoup de choses à retenir. Donc vous voyez qu'on n'aurait pas assez de 10 minutes pour faire le tour. Ça coûte cher ? Les jeux vidéo, de plus en plus, et c'est justement assez paradoxal, c'est un problème. Si on prend par exemple le tout premier jeu Spider-Man qui a été développé sur PlayStation 4, il avait coûté $100 millions.
Le tout dernier en date sur PlayStation 5, Spider-Man 2, qui est sorti en 2023, en a coûté 300 millions. Oui, alors je pense que Valérie parlait du prix du jeu. Le prix du jeu. C'est intéressant de savoir combien coûte un développement. Alors un jeu vidéo, pendant longtemps, le prix a été fixe à 70 € à peu près. Ça dépend aussi des plateformes. Sur la Switch, les jeux sont un peu plus abordables. On peut les trouver à 45-50 € en fonction de là où vous l'achetez. Mais maintenant, les jeux vidéo, à cause des coûts qui ont augmenté pour leur fabrication, sont passés en moyenne à 80 € pour des jeux sur console de salon. Pour revenir des jeux sur PC et sur le fameux jeu qui a été parlé dans l'affaire dont parlait Valérie, il y a un dialogue. Ça veut dire qu'on parle avec des joueurs sans les connaître. Quand moi j'ai un fils de 9 ans ou 12 ans, est-ce qu'il n'y a pas un danger de parler avec des inconnus sur une plateforme comme celle-là ? Il y a forcément toujours des risques. On peut dire la même chose, par exemple, pour les femmes qui jouent, qui souvent se cachent derrière des pseudos pour éviter justement d'avoir des expériences un peu terribles en ligne. Ils prennent des pseudos d'hommes. Oui, souvent. Ils évitent de parler dans les salons justement pour qu'on reconnaisse une voix féminine, pour éviter de subir un cyberharcèlement. Donc pour les enfants, il faut bien évidemment un encadrement des parents. Un contrôle parental existe sur les consoles pour limiter le nombre d'heures, pour encadrer la pratique. Et bien sûr, il faut faire surtout très très attention, comme je vous le disais, au smartphone. C'est là vraiment le cœur du problème. Je trouve, parce qu'en fait c'est dans la poche, et maintenant le modèle des jeux vidéo c'est des microtransactions, on rentre la carte de papa et maman, on fait pas très attention et on peut dépenser des sommes astronomiques, c'est déjà arrivé, donc il faut vraiment surveiller, faire attention. J'ai une petite fille moi-même qui commence à s'intéresser un petit peu à certains jeux parce que c'est coloré, ça bouge, c'est sympa, bien sûr, mais je pense que c'est encadré et surtout amener à certains types de jeux progressivement et en tant que parent faire attention. Quelle est la sortie qu'on attend dans les jeux vidéo et qu'il faut guetter, qui d'après vous serait un grand succès? Qu'est-ce qui arrive là? Alors si c'est dans l'année, bien sûr on attend GTA 6 avec énormément d'impatience. Ça fait plus de 10 ans que le 5e opus est sorti et GTA 6 ça va être vraiment la sortie de l'année que tout le monde attend, qui va certainement rafler des prix par centaines. Et qu'est-ce qu'on peut encore inventer dans les courses de voitures? Alors qu'est-ce qu'il a de plus GTA 6? Alors moi j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Alors effectivement on recycle pas mal les formules. GTA 6 c'est vrai que c'est Grand Theft Auto, donc de base c'est centré sur les vols à main armée en voiture. C'est un peu le jeu de la police et du voleur. Mais en fait, là où maintenant les jeux vidéo vont se diversifier après avoir déjà ne serait-ce que beaucoup augmenté la qualité graphique, c'est surtout qu'ils vont proposer des expériences narratives exceptionnel. On va vraiment plus approfondir les personnages, montrer des challenges psychologiques, enfin, on va aller vraiment dans la psyché des personnages et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on aborde des thèmes incroyables, sociaux, qui peuvent parler à tout le monde. Et GTA, bien que avec beaucoup de polémiques, parce que c'est toujours un peu violent, il y a beaucoup de choses abordées, ça fait pas exception à la règle et il y a des choses intéressantes à sortir de ce jeu-là aussi. Et il y a un politique, je crois Antoine Léaumont, qui a dit qu'il était devenu politique grâce à SimCity. C'est vrai. Oui, ça vient de me revenir. Les jeux vidéo font travailler tellement de choses, ça peut nous apprendre des choses. Moi, je sais que j'ai appris beaucoup de données historiques grâce à certains jeux. Les Assassin's Creed sont produits avec des historiens. Donc, en fait, les dates sont véridiques, les monuments aussi, leur histoire aussi. Donc, si on commence à creuser, à s'intéresser un peu, on apprend des choses avec les jeux vidéo. On travaille ses réflexes, on travaille sa réflexion, d'où peut-être l'aspect politique. Et puis, toute notre cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est le héros d'Assassin's Creed, pour ceux qui suivent. C'est le grand clin d'œil à ce jeu vidéo. Et Stéphane m'envoie le lien pour Cap Game, donc c'est intéressant, ça aide. Effectivement, vous connaissiez c'est un Cap Game facilite l'accès aux jeux vidéo pour le public en situation de handicap. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je crois connaître, je ne suis pas sûr. C'est quoi le lien, Valérie? C'est ce qui est Cap Game. Cap Game, vous tapez Cap Game et donc c'est Je crois que si c'est ça, je crois que c'est créé par un Français, c'est une association. De base, il avait créé un dispositif pour une personne de sa famille en situation de handicap pour pouvoir lui donner accès aux jeux vidéo et après il a développé un peu son affaire, si c'est ça. Bon, Luc, vous reviendrez en deuxième semaine pour nous parler des stars à Hollywood qui se sont, ça va être les Oscars, qui se sont impliqués, qui ont participé à des jeux vidéo. Mais on y reviendra. Tout de suite les débats, dans un instant, restez avec nous. Sud Radio. Parlons vrai.